Le chant viscéral des vivants, dans les marches de Robert Vitton, par Catherine Andrieux. Il y a des livres qui ne se lisent pas, mais se reçoivent, avec en haut le cœur, un rire de travers ou une brûlure lente. Ils entrent par des endroits inhabituels, ils ne s'invitent pas par la porte de la raison ou de l'esthétique. Ils rampent, s'insinuent, transpirent par les plis de l'être. Ce livre-là, La Selle de Robert Vitton, entre par le plus bas, le plus honteux, le plus humain, les tripes. C'est fou comme on s'entête à naître, tant pis pour nous, nous sommes nés, page 21. Dès le premier poème, le ton est donné, on entre dans une naissance qui sent déjà la fin, dans un cri venu du méconium. Et si toute la littérature tenait dans cette matière première, l'envie, le flux, le refoulement, l'écoulement, l'œuvre entière de Vitton est un corps qui écrit. Non un corps idéalisé ou conceptuel, mais un corps concret. Une machine biologique qui pense, souffre, jouit, excrète, pisse, saigne et rêve. Un corps qui se moque des normes, comme il se moque des papes, des saints et des académiciens. À force de mots, il les met tous cul nu. C'est une poésie qui se dresse comme une stèle à l'entrée des toilettes publiques. Mais attention, derrière la rabelaiserie, il y a autre chose. Un regard aigu, métaphysique, presque mystique, sur notre fragile présence au monde. Car la merde ici n'est jamais gratuite. Elle est sacrée, presque sacramentelle. Elle contient le monde. Les vers claquent, rient, insultent, pleurent. Ils pètent, oui, mais ils pètent dans une langue qui pense, une langue à la fois érudite et populaire, où l'on passe sans ciller de Grevis au torche-cul, du Vatican au ratat de caserne, du jazz intestinal aux coliques de nonnes. Chaque strophe est un monde, chaque image une claque au bon goût, une offrande à l'intelligence sensorielle. Dieu voit-il le fond des culottes? Dieu comme il voit le fond des cœurs, page 25. La question traverse tout le recueil. Si Dieu existe, il est au fond de nos entrailles, c'est là qu'il trône, c'est là qu'il pourrit, ou qu'il éclaire. À travers ces vers qui passent du grotesque au sublime, Vitton sculpte une pensée de la matière où le rire devient une forme de salut. Mais ce rire ne serait rien sans le travail du regard. Et ce regard est double. Il vient du poète, bien sûr, mais aussi du peintre. Patrick Lalande ne se contente pas d'illustrer les textes, il les prolonge, il les hante, il les contredit parfois, les enveloppe souvent. Ses dessins ne sont ni anecdotiques, ni illustratifs, ils forment la chair visuelle du poème. Ils sont faits de ce papier bistre qui rappelle les vieux rouleaux de papier hygiénique des temps anciens. Le dessin y suinte, s'y tache, s'y inscrit comme une mémoire. Comme si le crayon, au lieu de dessiner sur le papier, y avait pissé des figures venues d'un autre monde. On y voit des silhouettes flasques, grotesques, magnifiques, des corps éplorés, des faces drôlatiques, des anges tombés dans l'égout. Ces images sont parfois plus poignantes que les mots. Elles disent en silence ce que le texte braille. La nudité des vivants et leur solitude. Elles nous regardent depuis les marges comme des veilleurs à demi effacés. Elles laissent sur la page une trace de doigts sales et sacrés. Vitton écrit dans un monde où les mots ont pris feu au contact de la merde. Il invente une langue des bas-fonds, une langue fertile, gorgée de jus et d'acide, qui éclaire autrement les recoins du réel. Il y a du Villon, du Céline, du Rabelais, du Prévert, du Queneau et du Vitton, c'est-à-dire ce quelque chose de crâne et de tendre, de vulgaire et de savant, de sale et de pur, qui ne ressemble qu'à lui. Il y a dans ce recueil des fulgurances qui serrent la gorge, car derrière l'outrance, il y a la nostalgie. Le poète est un enfant qui se souvient, un enfant qui chie dans les vignes, page 29. Un homme qui observe la scène depuis un quai vide, un vieil homme qui rêve de guinguette en pissant contre un arbre. Ce sont des vers d'amour à la France d'en bas,
celle qui rigole en mangeant des andouillettes, qui râle en lisant son journal dans les gogues, qui pleure en silence dans les urinoirs du Pont-Neuf. Ce sont des vers de peuple, ce sont des vers de vivants. Et puis vient le troubadour, page 85, ce poème d'enfance tardive, d'autobiographie clandestine, où tout s'éclaire dans notre jour. On comprend que tout ce qui précède, la scatologie, la provocation, l'insolence, n'est qu'un masque, qu'un rempart contre la peine, et soudain le poète redevient cet enfant sur les épaules de part, qui crie pour la paix en Algérie. Il redevient celui qui effeuille des marguerites et rêve de devenir poète comme Gaston Coutet. Le vent qui soufflait dans ses cheveux, dans les rues et les tartisses, souffle encore dans nos pages. Ce vent-là ne vient pas de l'anus, il vient du cœur. Les derniers vers ont une beauté grave et simple. Ils parlent de la mer, de l'oiseau mort, de la vérité qui s'assoit sur la margelle d'un puits. Ils disent qu'on a tous chié un jour, oui, mais qu'on a aussi pleuré, qu'on a aimé, qu'on a eu peur. Que tout cela ensemble fait un homme, et que la poésie sert à cela, relier l'incongru à l'infini, la grotte à la constellée. On n'écrit pas pour être compris, on écrit pour être traversé, page 100. Cette phrase glissée dans la postface, comme une poignée de cendre sur un cercueil, résume l'œuvre de Vuitton. Elle ne cherche pas l'assentiment, elle cherche le passage. Et nous, traversés, un peu éclaboussés, parfois dégoûtés, mais toujours reconnaissants, nous sortons de ce livre un peu plus humain, et surtout moins seuls dans le noir.